call for the immediate release of the occupied lands. The Palestinian people are witnessing massacres. This international support for Israel is no more than encouragement for Israel to commit more crimes against our people. Vous voyez toutes ces manifestations aujourd'hui. Il y a le Yémen, il y a l'Iran. On peut parler de dizaines et de dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté leur soutien aux Palestiniens dans le monde musulman. En fait, ils répondaient à un appel du Hamas qui a décrété ce vendredi jour de colère. Alors, doit-on craindre un embrasement qui dépasse les frontières du Proche-Orient? J'accueille Thomas Junot, professeur agrégé de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa et auteur du livre « Le Yémen en guerre ». Bonsoir, Thomas Junot. Merci de nous parler ce soir. J'aimerais avoir votre réaction face à l'ampleur de ces manifestations dans la région aujourd'hui, ces images. Ben, c'est pas surprenant. C'est même complètement prévisible parce que le Hamas et plusieurs des alliés du Hamas ailleurs dans le monde ont appelé à des manifestations comme ça. Alors, c'était prévisible. Il faut comprendre qu'il y a deux types de manifestations qui sont pas toujours évidentes à distinguer en pratique. Il y a les manifestations spontanées qui sont réelles parce que le sentiment pro-palestinien est très fort dans le monde arabe, dans le monde musulman. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont spontanément aller dans la rue sans que personne leur demande. Mais il faut aussi comprendre que dans plusieurs cas, c'est des manifestations qui sont organisées, qui ne sont pas spontanées du tout, par des alliés du Hamas. Quand il y a une manifestation comme ça à Téhéran, quand il y en a une en Iran, il y en a une à Sanaa au Yémen où ce sont les Houthis qui gouvernent, qui sont des alliés de l'Iran aussi. C'est pas spontané, là. C'est éminemment politique parce que c'est pas des contextes où les manifestations sont libres, là. Mais parce que depuis quelques jours déjà, on se dit qu'on doit distinguer les gouvernements, que ce soit celui d'Israël ou de l'autorité palestinienne, bon, c'est le Fatah, mais de Hamas, des peuples en question. Mais là, on voit que le peuple arabe, en tout cas, est derrière le Hamas. Qu'en est-il, selon vous? Non, oui, c'est ça, je suppose. Alors, c'est quoi? Vous avez vu Il faut faire attention. Il faut faire attention. Puis c'est sûr que je ne serais pas capable de quantifier votre affirmation, qui est derrière le Hamas ou pas. Parce que... Ouais. Mais la nuance qu'il faut faire, c'est le soutien à la cause palestinienne et le soutien au terrorisme du Hamas. Et là, il y a une distinction importante à faire, là. Il faut vraiment la faire. Maintenant, Israël a demandé aux Gazaouis de quitter la bande de Gaza. Il y a une volonté d'éradiquer le Hamas, une volonté vraiment, dans leur esprit en tout cas, d'aller de l'avant avec cette offensive-là. Et on entend que certaines personnes pourraient négocier en coulisses, à huis clos, sur la possibilité d'amener Israël à avoir un peu de retenue, là. Quel serait le rôle, donc, je ne sais pas moi, du Qatar ou de l'Égypte pour éviter le pire, un autre bain de sang, au fond? Il faut prendre pour acquis qu'en ce moment, il doit y avoir beaucoup de discussions en coulisses pour essayer soit de régler des problèmes plus précis, la libération d'otages. On voit aussi certaines rumeurs, particulièrement aujourd'hui dans les médias, d'efforts pour permettre le départ de Gaza de citoyens étrangers, y compris américains, voire peut-être canadiens, qui pourraient sortir de Gaza peut-être par l'Égypte, parce qu'en ce moment, c'est pas possible. Ça, je pense que c'est très plausible que ces négociations-là aient lieu, avec les efforts de médiation, surtout du Qatar et de l'Égypte, peut-être aussi la Turquie un peu aussi. Mais est-ce qu'il y a des efforts déjà pour essayer de trouver un cessez-le-feu? J'ai aucun doute que des pays comme l'Égypte ou le Qatar vont essayer, mais à ce stade-ci, la volonté d'Israël de lancer une campagne à grande échelle semble tellement convaincue que peut-être qu'il y a des efforts pour la retarder un peu. C'est possible, mais je pense qu'en bout de ligne, Israël va écouter ses propres calculs à ce niveau-là. Puis la tragédie, c'est que je pense que l'offensive va avoir lieu, là. En même temps, il y a un joueur qui est entré en scène, c'est Poutine. Aujourd'hui, il a fait une déclaration sur ce conflit-là. On l'écoute, puis on y revient. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Il semble oublier, Thomas Junot, que nous, on se souvient
de Boutcha, de Mariupol, de tous les massacres, au fond, en Ukraine depuis un an et demi. Et Poutine qui présente une résolution au Conseil de sécurité. Ça semble se discuter maintenant. Expliquez-nous le lien qu'il y a entre Netanyahou, Israël, qui est assez près de Poutine, mais qui en même temps, son ennemi juré, c'est l'Iran, le grand ami de Poutine. C'est comme être un triangle infernal ici. Comment ça joue, ces alliances-là? Et dans quel but? On va voir comment la situation joue dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais c'est possible de voir un scénario où la nouvelle guerre à Gaza est un cadeau pour Poutine. Puis attention, il n'y a aucune indication, aucune preuve que Poutine et la Russie auraient joué un rôle là, pour soutenir le Hamas là-dedans. C'est une rumeur qui circule un peu, mais ça j'y crois pas du tout. Mais ce que cette guerre-là peut faire, d'abord, c'est détourner l'attention du monde de la guerre en Ukraine, qui demeure une guerre extrêmement difficile pour la Russie, extrêmement coûteuse. On n'en parle plus de l'Ukraine depuis une semaine. Puis ça, pour Poutine, c'est bien. Poutine, une grosse partie de sa stratégie, c'est d'essayer de diluer, d'affaiblir, de fatiguer le soutien de l'Occident, de l'OTAN, des États-Unis à l'Ukraine. Et là, une autre guerre qui va évidemment faire dévier beaucoup de cette attention-là, attention politique et médiatique, mais matérielle et militaire aussi. Les États-Unis vont devoir renflouer les stocks d'Israël. Est-ce que ça va nuire à leur capacité de faire la même chose avec l'Ukraine? C'est bien possible aussi. L'autre chose que Poutine va certainement essayer de faire, puis on a vu qu'il est capable de faire ça, qui est même bon pour le faire, au moins au niveau tactique, c'est de remettre en plein visage des États-Unis et de l'Occident leurs propres contradictions. Vous dites que vous soutenez la libération de l'Ukraine et là, vous soutenez des crimes de guerre israéliens dans la bande de Gaza. Et ça, on peut s'attendre à ce que dans la bataille des narratifs, la bataille de l'information, ça va être central. Croyez-vous que l'autre jour, quand on s'est parlé, avant-hier, je crois, on s'est laissé sur des scénarios pessimiste, une vision pessimiste des choses. Mais croyez-vous que la situation dégénère en ce moment et qu'il va y avoir une exportation de ce conflit-là ou une extension, devrais-je dire, de ce conflit-là, là, soit dans les régions ailleurs? On a vu l'attentat à Paris aujourd'hui. On va écouter M. Macron, M. Darmanin là-dessus. On écoute. Cet établissement scolaire qui a été frappé une fois encore par la barbarie du terrorisme islamiste. Avec ce qui se passe au Proche-Orient, il faut savoir qu'il y a un terrorisme islamique qui est sur notre territoire. Alors, extension du conflit ou étendue du conflit, il y a des liens à faire. En tout cas, chez les Français, on semble convaincus qu'il y a un lien. Bien, des tensions sociales qui, évidemment, existent déjà, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, qui vont être exacerbées par ce conflit-là, on le voit déjà, avec des écoles au Canada, soit des écoles juives ou des écoles avec une population étudiante juive qui doivent être sous protection policière. Donc, il y a déjà une extension là, du conflit ici, l'attentat en France, et ça, j'ai aucun doute que ça va continuer, puis ça pourrait même s'intensifier. Donc, c'est l'exploitation de ces divisions-là. On va certainement voir ça. Ce qui serait, par contre, à beaucoup plus grande échelle, c'est une extension du conflit, un débordement au niveau régional. Mon calcul, dont on a déjà parlé cette semaine, demeure le même, c'est que je crois que le Hezbollah veut éviter de sauter dans la guerre de plein pied puis de se lancer là, dans une offensive complète contre Israël, mais on ne peut pas être certain de ça et on ne peut pas non plus être certain que même si le Hezbollah ne veut pas, qu'il n'y aura pas d'escalade non voulue. Et c'est vraiment s'il y a un débordement au front nord d'Israël avec le Liban que là, on rentre dans un scénario qui est beaucoup plus difficile. Là. En même temps, avant de se cesser, je vais vous faire commenter des images qui ont été rendues publiques aujourd'hui. C'est le Hamas, c'est des images soit de propagande, en tout cas, ils ont commencé par diffuser la chose. C'est leur camp d'entraînement, 6 ou 7 camps d'entraînement depuis 18 mois, sous le nez, sous les yeux d'Israël. On va regarder les images, peut-être que nos téléspectateurs ne les ont pas vues. Vous voyez les points rouges, là, c'est absolument hallucinant de voir ça, l'importance, la force qui se déploie juste à l'entraînement. Est-ce que vous croyez, on va les voir, là, les images, on va laisser les regarder, des gens très équipés, très formés, on les voit on va les voir en train de cibler des otages. C'est une grande répétition générale pour ce qui s'est passé. On pourrait confondre les deux. Et il y a un des sites d'entraînement qui est à moins de 700 mètres de la frontière d'Israël, Thomas Junot. En diffusant ces images-là,
qu'est-ce que ça révèle du Hamas, mais aussi qu'est-ce que ça révèle de la faiblesse des renseignements israéliens qui n'ont pas vu ça et que ça peut avoir des conséquences en Israël que cette faiblesse. Bien, ça, c'est plusieurs bonnes questions, là. Il y aurait plusieurs choses à discuter là-dessus. Premièrement, ce qu'il faut comprendre de la diffusion de ces images-là par le Hamas aujourd'hui, c'est la bataille de l'information. Le front informationnel pour essayer de dominer la bataille du narratif, c'est un des éléments les plus importants de cette guerre-là, comme ça l'a été dans les rondes passées, comme ça l'est dans d'autres conflits. Alors ça, c'est une façon pour le Hamas d'essayer de construire son aura, le mythe de la résistance au sein des populations arabes, au sein des populations musulmanes, pour justement développer là, cette image-là que le Hamas a déjà. L'autre chose qu'on peut dire en voyant ces images-là, c'est l'influence de l'Iran. On en a parlé, le Hamas est né avant de commencer à recevoir du soutien de l'Iran, mais dans les dernières années, le soutien matériel, militaire de l'Iran a été majeur, mais pas seulement. Là où on peut vraiment voir l'empreinte de l'Iran et du Hezbollah, c'est dans l'effort et la sophistication technique pour préparer des vidéos comme celui-là, et il y en a plusieurs autres, là. Alors, on voit bien ça à ce niveau-là aussi, là. Très bien. Thomas Junot, il y aura encore beaucoup à dire. J'aurai beaucoup d'autres questions pour vous, certainement, au cours des prochains jours. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.